La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver depuis l'Atrium à l'occasion de ce nouveau rendez-vous de ce TVR BPGO Business Club. Merci au public présent, merci chez vous à regarder cette économie décryptée par celles et ceux qui la font. Nous sommes très heureux encore aujourd'hui d'accueillir l'un des référents pour notre région dans un secteur si important et que nous aimons tant, la pêche. On va vous en parler dans quelques secondes. Permettez-moi avant cela de vous présenter les trois chroniqueurs du jour qui ont énormément travaillé, comme à chaque fois, leurs questions. Merci Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest, de nous accueillir dans cet écrin, selon la formule désormais célèbre et consacrée. Merci de nous accueillir sur ce magnifique plateau. Merci Maître Hélène Lodic-Baron, ancien bâtonnier, membre du Comité national des barreaux. Merci d'être avec nous. Et merci à cette très belle école, Rennes School of Business. Merci à François Châtel, le président de cette vénérable institution qui a fêté il y a quelques mois ses 30 ans. C'est toujours un plaisir et un bonheur de vous accueillir. Alors la pêche est en filigrane de cette émission et je vous demande d'accueillir celui qui à jamais sera le premier breton à la tête d'une institution si importante pour représenter nos pêcheurs, nos patrons pêcheurs, métiers exigeants qui forcent le respect et les sujets ne manquent guère. Il y a eu la Covid, il y a bien évidemment le Brexit toujours présent. Je vous demande d'accueillir son président, Olivier Lenezet. Prenez place Olivier, c'est toujours un véritable plaisir aussi de vous rencontrer pour décrypter, être très didactique sur ce métier, je le disais, qui force le respect. Et lorsque l'on regarde à l'échelle du monde, la France est un point fort quand même en termes d'emploi, de poids économique, mais la région Bretagne, évidemment, avec ses pratiquement 2800 km de côte dans l'Hexagone, représente vraiment une partie très très importante. Nous sommes un peu des poids lourds de la pêche. La Bretagne, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. La Bretagne, c'est 50% à peu près de la pêche française, donc c'est évidemment un pilier incontournable de la pêche française, mais aussi européenne, et, étant donné que nos navires travaillent le long du littoral. 80% de la pêche bretonne sont des navires de moins de 12 mètres, mais surtout, on a quand même une flottille aussi très importante de semi-hauturiers et d'auturiers qui naviguent sur toutes les mers européennes et internationales. Alors pour la première fois, c'est un breton qui est à la tête et à la destinée vraiment de ces pêcheurs de l'Hexagone. Vous avez remplacé un Corse, autre identité forte quand même de l'Hexagone, Gérard Romiti. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un breton à la tête de cette institution peut peut-être encore aller beaucoup plus loin dans les attentes, et elles sont nombreuses, ces attentes aujourd'hui au niveau de la pêche. Aller beaucoup plus loin, oui, évidemment, il y a des perspectives. C'est un métier de passion pour l'avoir vécu pendant plus de 24 ans de ma carrière, qui malheureusement a dû s'arrêter prématurément. Je crois que ce qui est important à retenir, c'est que ces métiers de la pêche, ils sont d'abord avant tout là pour nourrir la population. On est sur de la souveraineté, l'autonomie alimentaire, et je crois que toute espèce confondue, pêchées en Europe, mais surtout aussi en France, sont durables aujourd'hui. Et ça, c'est important de le rappeler. Alors avant d'entendre la première question en compagnie de Maurice Bourrigaud, il faut quand même signaler que vous avez été le président des pêcheurs morbihanais, des Bretons depuis 2012, le président de Breizmer, le patron du port de Lorient, qui est l'un des plus grands ports de France, avec notamment Boulogne et le Guilvinec, et ses fameuses langoustines. Vous êtes à cette présidence du Comité national des pêches, et bien évidemment, on a beaucoup de questions à vous poser. Ça va filer très très vite. Alors, on va le dire d'emblée, questions et réponses courtes pour en avoir un maximum. Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest.
Merci d'être là ce soir, Monsieur le Président du Comité national des pêches. Une question très simple, biodiversité. Moi, je sais les combats, je sais les orientations, quelques orientations internes. Mais racontez-nous, vu du consommateur, à quel point cette alimentation est noble et vertueuse. Et je crois qu'il faut se revenir un peu sur le passé. Je vais essayer de faire très court. L'histoire est très longue. On part après-guerre, les années, les 30 glorieuses, comme souvent nos parents le prononçaient, les années 60, 70, 80. Il fallait justement après-guerre nourrir la population. Donc il a fallu industrialiser le pays, la France, mais aussi les pays européens. Derrière, ça a été peut-être, oui, et c'est vrai, il y a eu de la surpêche. Et que dans les années 80-2000, notre génération, ma génération, nous avons dû justement payer certainement les vicissitudes d'une surpêche avérée. Aujourd'hui, justement, la pêche, ça se gère quand ça va bien, pas quand ça va mal. Et ce qu'on peut se faciliter en 2022, c'est que 84% des ressources pêchées en Europe, des espèces sous quota, sont au rendement maximum durable. Alors, comme je le dis souvent, parlant un peu en banquier, vous allez pêcher les intérêts, vous ne touchez pas au capital. Donc ça veut dire qu'on était en 2007 à 7%. En 2022, nous sommes à 84%. Fait important à rappeler aussi, c'est que nous sommes quand même sur une flotte qui a diminué de 50% depuis les années 80, parce qu'il a fallu mettre de la flottille en adéquation avec la ressource. Et ça, c'était important. Alors là, nous avons encore un point qui est aussi très important et qui est en lien avec votre question, c'est que aujourd'hui, la ressource est là, mais nous avons un problème. Le dérèglement climatique est un sujet fondamental et les pêcheurs sont les premières victimes de ce dérèglement climatique qui n'est pas un changement, mais un dérèglement. Ce n'est pas que la planète qui évolue, c'est aussi nos comportements et nos actions en tant qu'humains sur cette planète qui contribuent à un dérèglement qui impose aujourd'hui aux professionnels des modifications comportementales, des eaux chaudes, des eaux froides et évidemment aussi de la pêche. Maître Hélène Naudig-Baron. Olivier, vous êtes à la tête de la pêche française. Moi, je voulais savoir aujourd'hui, qui est pour vous l'interlocuteur pertinent? Est-ce que c'est le niveau national? Est-ce que c'est le niveau européen? Est-ce que c'est le niveau international? Encore un peu d'histoire. Je crois que la réussite de l'Union européenne et la création de l'Union européenne, qui est quand même un diamant qu'on doit protéger, qu'on doit certainement encore façonner, mais il est clair que la réussite, justement, de l'Union européenne et de sa création, ça a été le miracle bleu. C'était l'unification de nos eaux. Il n'y a plus de frontières, il n'y a pas de frontières en mer. Donc dans les eaux européennes, il n'y avait pas de frontières pour les pêcheurs européens. Il faut quand même rappeler que c'est le seul outil aujourd'hui que l'Europe a pu mettre en œuvre. La monnaie unique n'était pas utilisée, on en parlera, je pense, sur le Brexit, au Royaume-Uni. Il n'y avait pas non plus d'armée européenne. Et je crois que le président de la République, justement, en appelle de ses voeux. Je crois aussi qu'il n'y a pas non plus de volet social homogène en Europe qui permet justement d'avoir une égalité de traitement entre le vivre ensemble. Et donc, il est important aujourd'hui à savoir que l'Europe bleue a été le cœur de la création de l'Union européenne. Et en l'ayant créé, ça a permis aussi d'encadrer, de gérer, et que la pêche est la seule filière, parce que pêche c'est un peu réducteur, parce qu'il y a toute une filière derrière, la mise en marché, les premiers acheteurs, etc. Et je crois que c'est important que l'on puisse justement faire que demain, cette filière qui est complètement intégrée dans l'Union européenne, c'est la seule filière. Donc les décisions, et bientôt il y a dans quelques jours le Conseil des ministres sur les capacités de pêche pour 2023, ce qu'on appelle les TAC et quotas, les totaux admissibles de capture et les quotas, qui seront le 10 et 11 décembre justement à Bruxelles avec le ministre, où les 27 ministres seront autour de la table avec la Commission européenne et les scientifiques. Donc de façon à définir quelles seront les capacités que l'on peut mettre en fonction des zones de pêche, en fonction des espèces, sachant qu'en plus il y a une double négociation maintenant. Parce qu'une fois que l'Union européenne est décidée, il faut aller maintenant négocier avec le Royaume-Uni, aussi la quote-part du Royaume-Uni. François Châtel. Oui, dans la prolongation de ce qui est dit là, vous êtes un homme du métier, mais aussi un homme capable d'exprimer des convictions par rapport à votre métier. C'est quoi les enjeux de demain? Le Brexit est là. C'est un enjeu considérable pour la pêche bretonne et française. Quelles sont les 3 ou 4 thématiques que vous devez défendre et qui pourraient être considérées comme un succès si vous obtenez? Et qu'est-ce qui ferait fondamentalement la différence avec les Anglais, qui sont d'autres négociateurs, un autre état d'esprit, et auxquels parfois on n'est pas habitué, mais ils ont aussi leur vue? Comment vous allez pouvoir concilier ces points de vue? Écoutez, je crois que vous avez une chose, c'est que ce sont de très bons négociateurs, parce que quand un Anglais signe en bas de la feuille, c'est là que ça commence la négociation. Et donc,
très clairement sur cet accord, qui est un mauvais accord. Il n'y a pas de non-accord. On a évité une catastrophe, certes, mais c'est un non-accord avec derrière, justement, ce que j'avais rappelé, c'est que dans cet accord, le diable se niche dans les détails. Nous avons vu sur les accords de la baie de Granville, les îles anglo-normandes, on a vu, c'est un petit Brexit. Et puis il y a, 2026, la renégociation de cet accord qui comporte deux parties. Une qui est l'accès à la ressource et aux navires aux eaux britanniques, mais en contrepartie pour eux un accès au marché européen. Avec en plus une rétrocession aujourd'hui de 25% des droits de pêche européens pour les Britanniques. Il y a un autre accord, un autre enjeu, c'est l'énergie. Je crois que l'énergie est importante aussi pour des Iliens. Certes, ils essayent de mettre en œuvre justement des outils qui permettent d'avoir une autonomie énergétique. Mais sur le Brexit, je crois que ce sera une éternelle négociation. Nous sommes sur un pays européen qui est devenu un pays tiers. Nous sommes très clairement très proches. Les marins cohabitent et continueront à cohabiter. Et donc, au-delà des aspects politiques, il y a un enjeu économique, mais aussi de cohabitation maritime et de solidarité maritime. Et donc, je crois qu'il est important de soulever cette approche-là, parce que au-delà des décisions et des accords, il y a quand même la sécurité des hommes de la mer, et qui sont les pêcheurs, entre autres, qui sont par tous les temps, qui vont justement pêcher de la ressource qui permet justement, ressource sauvage, qui est leur gagne-pain, donc l'environnement, la biodiversité, c'est un enjeu majeur pour le pêcheur. Mais il y en a un autre qui est encore plus important, qui est dans la continuité justement pour permettre justement cette durabilité des ressources, c'est aussi la qualité de l'eau. La qualité de l'eau est un enjeu fondamental. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Nous avons une évolution majeure du dérèglement climatique, couplée à une qualité de l'eau qui n'est pas celle qu'elle devrait être aujourd'hui, pour permettre justement le renouvellement de la ressource dans le temps et pour les générations futures. Donc, il y a des obligations communautaires, il y a des obligations qui font que chaque État a une obligation d'avoir traité aussi, et une obligation onusienne d'ailleurs, l'ODD 14, qui dit quoi? Qu'il doit y avoir une mer saine, propre et productive. Elle est productive, mais elle n'est pas saine et propre. Ça, le lien terre-mer est important. Et je rappelle souvent que la terre est souvent là pour nourrir la mer, mais elle n'est surtout pas là pour lui pourrir la vie. Et n'oublions pas un autre élément, c'est que la mer aujourd'hui, c'est ce qui doit nous projeter dans l'avenir. 90% du commerce mondial se fait par la mer. L'évolution du réchauffement, certes, de cette planète, avec l'humain que nous sommes, prédateurs, de fait, fait qu'aujourd'hui, on contribue à ce réchauffement et son accélération. Et donc, il va y avoir des enjeux planétaires et géopolitiques mondiaux qui vont être de la propriété des océans. Et qui aura accès? La privatisation de l'espace maritime est un enjeu majeur. C'est l'enjeu. Il doit rester un bien commun, propriété des États qui doivent fixer des règles communes. Alors, on va être très didactique avec vous, Olivier Lenezet, pour vraiment bien comprendre. 3 cartes pour vraiment un peu mieux appréhender ce schéma. La première carte, on va le voir et vous allez nous la commenter. Il s'agit de la carte du droit historique. Oui, tout à fait. Sur la gauche, vous avez la carte des droits historiques dans les eaux territoriales britanniques, qui comporte tous les États membres et qui, justement, fait qu'aujourd'hui, étant donné que même si le Royaume-Uni est devenu un pays tiers, il y a une obligation qui est de respecter le droit international de la mer. Et dans ce droit international de la mer, il y a justement cette prise en compte des droits historiques dans les eaux territoriales, au même titre que dans les eaux communautaires, enfin dans la zone économique exclusive, hein, jusqu'aux 200 000 des côtes. Alors pour les spectateurs, je pense que c'est important. 1 000, c'est 1852 mètres. Important, parce que derrière, ce n'est pas comme à terre, nous sommes sur le monde maritime. Et donc c'est important que vous ayez vu cette carte-là. Et à droite, c'était l'activité de nos navires justement bretons. Alors il manque évidemment la partie des navires normands, Hauts-de-France. Et donc vous voyez justement que l'on monte jusque des navires qui sont entre autres sur l'Orient, hein, qui montent jusque nord de l'Écosse, les Shetland, les îles Féroé. Et donc on a des navires qui travaillent dans ces zones qui sont directement impactés par le Brexit.
Alors une autre carte à présent, Olivier Lenezet, pour parler de cette fameuse autorisation des navires bretons. Donc on va vraiment la voir. Deuxième carte, Maurice. J'ai une question justement, parce que je suis pêcheur, je vais dans les eaux anglo-normandes, j'ai un bateau qui a 30 ans, je veux le changer. Les droits sont attachés au bateau, je ne peux pas le modifier, je vais perdre tous mes droits. Donc c'est associé peut-être à ces cartes-là. Alors, justement, vous avez tout à fait... On n'oublie pas la question de Stéphane. Vous avez tout à fait raison sur cette question. C'est vrai que les négociations sont toujours en cours. C'est ce qu'on appelle les navires de remplacement. Aujourd'hui, l'approche telle que souhaite Jersey et Guernesey, c'est qu'un navire, ce qu'on appelle le bouilleur de crue, hein, très clairement, c'est à la fin de vie du navire ou à la vente du navire, ce navire perd ce droit. Là, aujourd'hui, c'est toujours en discutant. Et très clairement, l'État français, au même titre que les professionnels, ne sont pas d'accord et doivent aussi, le Jersey et Guernesey, respecter ces droits historiques. Et donc, dans ces droits historiques, et en lien avec l'autre carte que vous avez vue, la troisième, il y a un autre enjeu. C'est qu'aujourd'hui, le Brexit, c'est tout simplement, nous sommes en mer. La mer, aujourd'hui, c'est un plan local d'urbanisme, mais en mer, avec l'EM. Donc, ce qu'on va éviter, c'est que les pêcheurs, excusez-moi du terme, mais soient les plumés dans l'histoire. Donc, pour éviter d'être les plumés, on se doit de défendre nos intérêts, nos zones de pêche historiques. Et donc, vous avez vu des grandes zones qui sont des zones de protection environnementale. Donc, sous couvert de protection environnementale, voire même de développement d'énergie marine en mer, ils les mettent dans les zones là où travaillent nos professionnels. Soit des interdictions, ou alors on vous dit, vous pouvez venir, hein, la main sur le cœur, mais du mauvais côté, mais pas avec votre engin de pêche, avec un autre plus durable. Donc, en clair, c'est vous avez le droit de venir, mais pas chez nous. Donc, le Brexit est vraiment un divorce qui se passe mal. Ça passe mal entre les États, avec je dirais, des enjeux géopolitiques autres, sauf que les pêcheurs continuent de cohabiter ensemble. Et ils veulent continuer à pêcher collectivement. Les Britanniques, aujourd'hui, au Royaume-Uni, c'est 100 000 tonnes de pêché dans leurs eaux par eux-mêmes. L'Union européenne, c'est 600 000. Donc, ils ont besoin d'avoir accès à notre marché, comme nous, on a besoin d'aller pêcher chez eux. Donc, ils n'ont pas une flotte qui est en capacité de pouvoir pêcher toute la ressource, même si, rappelez-vous, dans les grèves au Royaume-Uni, qui remontaient justement le long des cours d'eau chez eux, enfin, de leur fleuve, je cherche des termes, je ne trouvais plus le nom, ce sont les pêcheurs écossais, alors que la population écossaise est pro-européenne. Donc ça montre une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe, la politique commune des pêches, telle qu'on la connaît, elle a eu sa vision des choses, à tort ou à raison. Il y a des choses, au moins qu'on peut se féliciter, c'est que les ressources sont présentes. Mais aujourd'hui, il faut revoir ce modèle, revoir un modèle qui permet de cohabiter collectivement ensemble et d'avoir le vivre ensemble. Hélène. À travers le Comité national des pêches, vous représentez effectivement cette pêche dite traditionnelle sur laquelle vous venez de vous exprimer, mais il y a aussi 50% de la consommation des poissons dans le monde qui est issue de l'aquaculture marine, et donc vous représentez également cette branche à travers le Comité national. Comment les choses s'équilibrent aujourd'hui? Est-ce que l'avenir de la consommation pour le consommateur, c'est l'aquaculture marine, ou quel est l'avenir de la pêche traditionnelle dans tout ça? Écoutez, je crois qu'en fonction de là où on se trouve, les zones déjà maritimes ne sont pas les mêmes. Et donc, on ne peut pas transposer une activité de pêche d'un endroit à un autre. Déjà, quand on est dans le golfe de Gascogne, ce n'est pas la même mer qu'en Méditerranée, etc. Donc déjà, la difficulté, je pense que l'aquaculture marine, elle est surtout, aujourd'hui, la production est en l'Europe du Nord. L'Europe du Sud, c'est beaucoup plus compliqué. Et encore, quand je dis l'Europe du Nord, c'est plutôt la Norvège, etc. La Finlande, c'est quand même des pays où il y a des fjords et qui permet justement d'avoir une activité d'aquaculture plus sereine, dans le sens où il n'y a pas de mauvais temps. Mais faire de l'aquaculture par des creux de 8 à 10 mètres, je pense que ce sera extrêmement compliqué. Par contre, ça existe dans d'autres pays dans le monde. Et quand vous avez souligné que 50% de la pêche et de l'aquaculture aujourd'hui dans le monde, je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que dans les eaux européennes, il n'y a pas de surpêche. Il y a un cadre qui permet aujourd'hui de pêcher durablement, avec des quotas, avec au niveau national des licences nationales de pêche, des licences européennes de pêche, avec un cadre qui, aujourd'hui, c'est 7500 règlements. Je ne connais aucun métier qui est aussi suivi, encadré et contrôlé.
Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Il faut continuer dans ce sens. Par contre, dans le monde, oui, c'est vrai, il y a de la surpêche. Prenons des pays comme la Chine, l'Indonésie, et j'en passe. Il y a d'autres pays qui aujourd'hui ont besoin de nourrir leur population. Et donc, moi, je ne suis pas là pour dire que peut-être le donneur de leçons. Nous avons fait des erreurs, je l'ai rappelé en tout début de réunion, d'émission, que très clairement, dans les années 60-80, il y a eu la surpêche. Et c'est vrai. Maintenant, et là, il faut avoir une projection, c'est comment on doit adapter une flottille de pêche qui a aujourd'hui été en difficulté, entre autres en France, sachant que le comité national, c'est aussi les départements d'outre-mer, c'est pas seulement que l'Hexagone, parce que 3% de nos eaux est autour de l'Hexagone. 97% de nos eaux, ce qui est notre richesse, est en dehors de la métropole. Donc, comment fait-on pour donner une visibilité et surtout de l'espoir? Parce que ce sont un marin pêcheur est un passionné avant tout. Et donc, pour lui redonner de l'espoir et de la visibilité, il faut qu'on puisse faire une transition de la filière telle qu'on la connaît aujourd'hui dans les difficultés de l'énergie, entre autres du gasoil, mais aussi de l'énergie électrique que nous passons tous. On a vu nos défauts, mais aussi nos forces, le Brexit, le Covid et aujourd'hui les problématiques géopolitiques avec l'Ukraine. Il nous reste moins de 5 minutes. Question, réponse très courte. François. Oui, oui. Le problème, peut-être que vous avez évoqué, qui est très important. On a abordé le problème de la consommation avec Maître. On a abordé le problème de la biodiversité. Moi, je voudrais aborder le problème des hommes de votre métier. C'est un métier dur. C'est un métier extrêmement qui requiert beaucoup de ressources physiques et qui va au-delà des habitudes de travail de beaucoup de personnes en France et en Europe. On est face à un phénomène sociétal qui fait que le rapport au travail devient très, très différent et va devenir très différent. Êtes-vous confronté à des problèmes de recrutement? Et si oui, comment allez-vous faire de votre métier une attraction pour que des hommes et des femmes continuent à le pratiquer avec autant de passion que vous? Et en 45 secondes. Très gros défi, très gros sujet. L'attractivité de nos métiers est un enjeu majeur. Aujourd'hui, on a des navires qui doivent se renouveler. On doit renouveler la flotte de pêche. Elle doit avoir justement cette capacité à répondre aussi au volet social des pêcheurs, être tout le temps en contact avec la terre. C'est vrai que notre génération, on partait 15 jours. Aujourd'hui, les jeunes, ils font des choix de vie, ils changent souvent de métier. Vous allez être pêcheur une partie de votre vie, de votre carrière. Vous allez partir après à la plaisance, vous allez aller à la marine marchande, et c'est très bien. Par contre, ça veut dire qu'il en faut beaucoup plus. Et aujourd'hui, il faut redonner l'envie d'avoir envie aux gens. L'envie d'aller sur cet espace maritime, qui est un espace de liberté, mais très encadré et régulé. Et donc, pour pouvoir répondre à ce besoin, il va falloir collectivement, les métiers maritimes soient beaucoup plus visibles dans les collèges, dans les lycées. L'éducation nationale ne doit pas oublier que la France n'est pas que terrestre, elle est aussi maritime. Les paysans de la mer, aujourd'hui, sont indispensables à l'autonomie alimentaire, au même titre que les paysans de la terre qui le sont. Et je crois qu'on a souvent décrié nos activités de production, et je crois qu'on doit surtout les sublimer, avec la mer avec un grand M, et non pas en mettant la mer comme une approche que de tourisme, mais aussi d'habitation le long du littoral, tourisme de masse, qui pose des problèmes de qualité de l'eau justement, mais aussi pour pouvoir justement donner cette envie que la mer est aussi une activité économique majeure pour la Bretagne, pour la France, mais au-delà de nos frontières, même européennes. Et une activité économique avec le prix du gasoil qui est vraiment une des préoccupations aussi pour les patrons pêcheurs, avec des navires qui tentent aussi de se renouveler, mais 3/4 de vos navires mesurent moins de 12 mètres, hein, il faut le savoir. Tout à fait. 80% de la flotte bretonne, c'est des navires de moins de 12 mètres. Ça veut dire que 20% sont des navires de pêche artisanale, pêche semi-hauturière ou hauturière. Il faut aussi comprendre que cette pêche, elle doit être multiple. Il ne peut pas y avoir que des petits bateaux. Il faut qu'il y ait des petits, des moyens, des gros. Pourquoi? Parce que derrière l'espace maritime, il doit pouvoir être exploité sur une homogénéisation totale. Et non pas, s'il n'y a que des petits, il y aura la surexploitation côtière. Et sur cette partie des 20% restants des navires aujourd'hui hauturiers ou semi-hauturiers qui sont dans la difficulté, c'est ceux qui font 80% des apports dans nos halles à marée, dans nos criers. Et aussi qui font qu'on a des étals qui permettent justement de tout à chacun de pouvoir acheter du poisson à un prix raisonnable. Alors une dernière question, si elle fait 5 secondes et la réponse 20 secondes. Ne faites pas de la politique en fonction des moyens, on m'a dit un jour. Peut-être que c'est parce que vous dormez aussi peu qu'Emmanuel Macron que vous avez connu à Bercy. Oman, pourquoi vous obtenez ce marché? Parlez-nous vraiment en 30 secondes de ce marché extraordinaire que vous avez obtenu à Oman. Oui, alors que je dis souvent, c'est soit on se donne les moyens de sa politique ou la politique de ses moyens, mais le résultat n'est pas le même. Et c'est vrai.
Pour ça, il faut se donner des capacités, bien s'entourer. C'est important, rien ne se fait seul. Et d'ailleurs, sur Oman, justement, ça s'est fait avec mon prédécesseur, Maurice Benoît, justement, au port de Lorient, où il y a eu cet appel d'offres international. Et il faut conclure. Et très clairement, le port de Pêche-Orléans l'a remporté. Donc on doit construire un port de pêche qui fait 10 fois la concession foncière du port de Lorient, la SEM Lorient-Clermont. Donc c'est important justement qu'on puisse justement s'expatrier comme l'ont fait d'autres pays sur la pêche, l'Espagne, les Pays-Bas. Donc il faut qu'on retrouve cette conquête, cette conquérance d'aller justement voir ce qui se passe dans le monde. En tout cas, merci beaucoup Olivier Lenezet. Je voudrais juste montrer que la Bretagne est vraiment aux avant-postes en ce qui concerne la pêche, car Hervé Berville est donc ministre de la Mer, c'est un Breton. Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, c'est le président de la commission pêche des régions de France. Et le Brestois Pierre Karleskind, lui, est député européen de la commission pêche au Parlement européen. Vous en avez oublié deux, Michael Carnes, qui est président de la Fédération de la plaisance, de Bretagne. Voilà. Et vous avez oublié aussi Frédéric Touloux, qui est le président de l'Union du mariage français. Tout ça donne une très belle famille, en pêche. tout cas, de la pêche. On peut vous applaudir. Merci Olivier Lenezet, le président du comité national des pêches. Merci en tout cas, c'était votre TVR BPGO Business Club. Merci encore à vous.